On peut dire qui? Complètement même. Là-dedans. Non, ça va. Et voilà. Merci. Allez, venez, on y va. Merci. Non, mais quand même. Oui, on fait mon compte. J'ai 5 couches sur moi. Un t-shirt à manches longues. Ensuite, Oui. un gilet. Le manteau doudoune et le kawaii. J'ai 5 couches sur moi. Ah ouais. Alors ça, oui, c'est la première aisselle. Restez pas sous la pluie, mettez-vous à l'abri là. Donc c'est la première aisselle avec laquelle on descendait en gouffre. Hein. Et on descendait là-dedans à partir de 1908. Vous avez vu la taille? Bon là on tenait qu'à 3, pas plus. Et au début, c'était lui, le cheval qui la faisait descendre. Donc Ah relié ouais. par un câble manège, Ça alors il tournait dans un tourne. sens, voilà, la nacelle montait, puis de l'autre elle descendait. Par contre ils l'ont vite remplacé, hein, par ça. Le treuil manuel. Et puis un petit peu plus tard, il y a eu la génératrice qui roule là-bas. Hein. Et puis maintenant notre nacelle à nous, et elle est là. Là, elle est là. C'est le système, hein. Sur l'ascenseur, hein. Vous allez voir. Allez, Rien à on y voir. va. Pardon. Allez, venez. Vas-y. Merci. Sympa, hein? Ah oui, c'est plus la nacelle de l'époque. Oui, ben là, Heureusement. presque pareil au va niveau. Oui, presque La pareil. forme, Oui. oui, c'est pas- Oui, oui. Allez-y. Pas confiance. ouais. Sur vous. Ça fait peur. Non. Non. Alors, on va descendre sur 52 mètres. Wow. C'est à peu près 15 étages. Donc on va d'abord passer... on va d'abord passer 12 mètres de cheminée et on arrive dans le gouffre pendant un spectacle sans lumière. Donc, Ah ouais. regardez tout autour de vous, vous allez voir, ça va s'éclairer un peu partout. Super. Et avec la nacelle, on va aussi tourner. Alors, je vous montre maintenant ce que ça fait. Hein. Ah, Il n'y a que le sol qui pilote. ça c'est bien Voilà, ça. donc vous laissez tranquillement aller. Vous accrochez pas la barrière hein. À l'extérieur, ça sert à rien si vous voulez vous tenir à la barre au centre. Hein. Ouais. Alors en descendant, vous allez sentir une petite différence de température qui va faire du bien. Dans le gouffre, on a toute l'année 14 degrés. Donc dehors, il va faire meilleur que là. Hein. Donc c'est Voilà. plus chaud. Il va faire un peu plus chaud. Oui.
depuis cette cheminée par laquelle on va passer, hein, bah, imaginez-vous que c'est par ici qu'on a découvert le gouffre. C'est en 1907. C'est un puisatier les Aïs, il s'appelait Gabriel Galou. Et lui, la première fois, il est descendu. Bon, il n'avait pas tout ce matériel. C'est avec une corde, dans un tonneau, et puis pour simple éclairage uniquement, une petite bougie. Et là, il va falloir avoir du courage. Hein. C'est-à-dire qu'en se promenant, il a découvert un... Alors pas en se promenant, ce trou on le connaissait depuis on va dire le XVIe siècle. Sauf qu'ici, vous avez vu on est à la campagne, il y avait beaucoup de croyances et autrefois on pensait que sur le pied il y avait les enfers. Et en fait avant 1907, personne n'était descendu pour les vérifier. Hein. Ouais. Allez c'est parti. Ah, ça me Là maintenant on y est. Alors regardez autour de vous, hein. On va s'éclairer et on va commencer à tourner tranquillement. magnifique, ouais. Je croirais vraiment dans un film. Regarde là-bas. C'est pas mal, hein? Magnifique. Alors je remonte, c'est pour vous montrer tout ce que vous avez là au plafond. Regardez, petites stalactites de tuiles qui sont accrochées. Ça, quand on sera en bas, vous ne pourrez pas du tout le voir. Alors on appelle ça des fistuleuses. En gros, ce sont des stalactites, vous voyez. Hein. Donc elles sont creuses à la base. Alors l'eau va couler à l'intérieur, c'est comme ça que c'est les faire grandir. Par contre, une fois que l'extrémité de la paille, on va dire, va se boucher, l'eau va commencer à couler là sur l'extérieur. Ça va faire la grosse stalactite. Alors les petites comme ça, on les touche, elles vont casser, c'est très fragile. Et ce qui est assez impressionnant avec tout ce qu'il y a autour de nous, bon bah ça reste bien sûr l'évolution qui est là. Imaginez-vous que ça grandit seulement de quelques millimètres, voire quelques centimètres, c'est parti. Donc pour la plupart de tout ce que vous voyez, vous allez compter pour certaines en centaines, d'autres en milliers. Vous voyez 4 grosses accroches autour de nous, là pour elles on pourrait pratiquement remonter quand même aux millions d'années. Ah oui, c'est... Ouais, c'est clair. Alors justement, tout le monde a remarqué ces 4 gros blocs de calcaire? Oui. Ouais. Alors on appelle ça des fontaines pétrifiantes. Chacune de ces fontaines a une forme. Et à l'époque, ils les ont baptisées. Ah ouais. Celle que vous avez là, on l'a appelée la pierre. Ah oui, peut-être. Ensuite, la grande qui est ici. Ça, c'est la sirène. En poursuivant, on a les cascades. Et la dernière, la plus imposante, ça,
C'est bien, c'est la méduse. Ouais. Magnifique, hein? T'as vu? Ah ouais. C'est à la petite quand ça descend, c'est à la limite quand ça monte. Trop beau. T'as vu les lacs aussi? Sucre. Ouais. Waouh. Impressionnant. Allez, on est arrivé. Wow. Alors en descendant, vous ferez attention à une petite marche, d'accord? Mais surtout là vous regarderez la distance qu'on a parcourue. Lui ici ça paraît peut-être encore plus impressionnant. Hein. Ouais, vous allez voir. Attention. Ouais. Regardez. Allez-y, je... C'est la petite marche. Oui. Ah, t'as des gens qui passent à pied. T'as des gens qui passent à pied. La première nacelle, les gars, attention. En arrière. Bonjour, c'est moi qui prends le relais, donc Pardon. Cale de poterie calcifiée. voilà. Ça s'est bien passé la descente en nacelle? Très bien. Oui. T'as vu toi? Oui. On fait une pause ici. Avancez un tout petit peu jusqu'à moi, au moins jusque là, comme ça tout le monde sera bien placé, juste un petit mètre ou deux. Et on va rester là, on va faire une pause. Ici, et les gens s'intéressent pour l'instant à la méduse au-dessus de nos têtes. Hein. Ah, j'ai pas mis une tête, mais c'est pas pour nous. Ouais. Oui. C'est ça. Alors. Hein? Ah non, je vois pas. Oui, la méduse elle est quand même assez impressionnante, elle est assez balèze. Même vue par dessus, c'est surtout le poids de la méduse qui est impressionnant parce qu'étant donné son volume, elle a été estimée aux alentours d'une trentaine de tonnes. La calcite, c'est à peu près 2,8 tonnes par mètre cube. Et en calculant le volume, on est vraiment arrivé à cette estimation de 30 tonnes. Donc si elle se décroche, on est mal. Alors voilà, je m'assure que c'est pas du tout un projet en fait, hein, parce qu'elle est bien accrochée, elle est complètement soudée à la roche. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors si elle se décroche, hein, c'est la top, elle n'a pas de chance. Hein. Mais vraiment, on est pénalement pour un risque, je ne mettrai pas un pied dans le gouffre. Donc on va dire que tout va bien. Alors c'est uniquement de l'eau de pluie donc, qui s'infiltre, alors bien souvent comme toutes les grottes, et justement comme toutes les grottes, elle s'infiltre la plupart du temps très lentement à travers la roche calcaire, ça lui laisse le temps de se charger et même de se saturer calcaire dissoudre. Jusque-là, vraiment, tout est normal. Vous voyez après ici, le coup sur la table au centre, qui est un peu bizarre, et que la bout des objets qui sont faits en argile blanche, en carolin, en calcul. Alors qu'est-ce que ça fait là? Ça, c'est une tradition que l'on trouve dans quelques grottes ou quelques sites en France. On appelle ça des fontaines de pétrifiant. Alors c'est tout bête hein, dans le principe. Hein. L'eau calcaire éclabousse les objets, le calcaire les recouvre. Et une fois terminé, et c'est vrai qu'on voit un aspect brillant, ce sont des cristaux de calcite. Et on va les laisser en moyenne une année sous la douche. Hein. Donc les autres sites et d'autres grottes, c'est sensiblement pareil. On trouve ça dans pas mal de coins, dans pas mal de régions en France. Et pas forcément dans des grottes aussi, des sites en surface. Hein. On va les laisser de côté. Et ben, j'en reviens à cette eau. Alors toute l'année, l'eau est à 10-11 degrés. Voilà. 10-11 degrés, c'est frais. C'est pas glacial, mais ça reste frais. Alors on a la chance d'avoir de l'eau pure. Ah, ça c'est bien. Bon, déjà, pour le savoir.
On fait un prélèvement régulièrement, on a un peu oublié, il faut qu'on le fasse ce mois-ci, qu'on envoie à un labo, comme ça on sait vraiment où on en est au niveau de la qualité de l'eau. La pureté de l'eau, par contre, ne la rend pas forcément consommable, voilà, parce que bien souvent, mais ça c'est pour toutes les grottes, l'eau peut être excessivement calcaire, parfois saturée à certaines périodes de l'année, ce qui est encore le cas actuellement. Mais nous, pour ça, en fait, on a un super exemple, ça reste la table au centre, un peu bizarroïde, avec les chats qui vont à la douche, là, parce qu'à l'origine, c'est de simples tables en bois. Bon, elle est là aussi depuis 1956, hein, cette table. Donc, 64 ans de touches calcaires bien conséquentes et constantes. Il y a du débit là, hein. Et encore là, ça se fait un peu calmer. Mais regardez le défaut de calcaire sur les côtés, c'est énorme. Imaginez si on passait notre vie à boire cette eau au quotidien, au niveau des reins, ça peut vraiment très mauvais. Et pour la table, on va essayer de consommer sur du long terme. Ça gèle. C'est un problème parce que franchement, elle n'a pas toujours un goût excellent, hein, parce que parfois c'est de la soupe très minérale de calcaire. Donc c'est la version de la boîte. Alors ensuite, cette eau va s'infiltrer. Donc voilà. Elle va suivre un réseau souterrain d'à peu près 2 km selon les géologues et les céléos. Dire qu'on n'y est pas accès, c'est simplement en mettant la fluorescine, en calculant le laps de temps qu'il a fallu pour que l'eau colorée arrive à la résurgence, on est arrivé à l'estimation de 2 km et après elle se jette donc dans la rivière, la Vézère. Et elle passe également par les gours, les formations que l'on a devant nous. En fait, les gours sont des formations très communes dans les grottes, dans le monde souterrain. Ce sont des accumulations naturelles de calcaire qui vont former des digues, des barrières qui sont assez tortueuses ici, puis ça nous donne ces retenues d'eau, ces vasques en étage. On appelle ça des gours. Parfois, on en voit des plus grands, des plus larges, des plus profonds. Il y a inversement aussi des tout petits, ainsi que quelques sites en surface. Les plus connus sont en Turquie. Après, on a de très très beaux dans une grotte en Ardèche, les grottes de Saint-Marcel. Ça donne envie l'eau, hein. Mais après, je peux vous dire que dans 11 degrés, ça calme, hein, parce qu'on l'avait expérimenté une fois avec les guides. Bon, c'était purement scientifique, hein. On n'a pas expérimenté très très longtemps. Et les lumières ne sont pas colorées, hein. C'est simplement la réflexion de la lumière dans l'eau qui va donner ce côté bleuté. Mais en étant les éclairages, c'est beige très clair. Hein. Alors, avant de s'intéresser aux diverses anecdotes qui sont liées à l'exploration du gouffre et puis à l'historique, ben vous allez voir quoi raconter. Hein. On va déjà commencer par le commencement. Tout d'abord, on va voir comment le gouffre s'est formé, mais vraiment de manière très surprenante, parce que pour cela, je vais carrément vous proposer un tout petit film. Il n'est pas long, il fait 2 minutes, mais il est très bien fait. Parce qu'en 2 minutes, on va voir la formation et l'évolution chronologique de la cavité. Puis c'est mieux que si je passais de 2 heures à l'expliquer, ça peut être vraiment très ennuyeux. J'ai pas envie de vous gâcher ces jours. Hein. Alors ça va être projeté en bas. Vous voyez au sol, il y a une grotte de pierre un petit peu rectangulaire, ça fait un peu écran préhistorique, forcément, vu le style. Donc vous avez devant vous le fameux écran Magnon, puis on reste aussi devant l'idée de l'écran plat, vous voyez. Ça marche, ah, c'est mieux là. Alors gros bond dans le temps, on va commencer il y a 100 millions d'années. Alors, si vous habitez une région calcaire, il y a 100 millions d'années, vous étiez sous les eaux. Hein. Nous, on prend la région ici, la mer montait jusqu'en Corrèze, la mer s'arrêtait au pied de Brive. C'était Brive-sur-Mer, tout simplement. Et voilà à quoi ça ressemblait. Fin du Crétacé, donc il y a 100 millions d'années, les reliefs étaient différents. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce sont les sédiments qui se déposent au fond des océans durant des millions d'années. Donc, c'est de la terre, de la boue, de la vase, du sable, des algues, des végétaux, des animaux marins morts en état de décomposition, des poissons, des coquillages, des planctons, des coraux. Ça s'est abondamment déposé au fond, puis ça s'est tassé sous le poids des eaux. Il y a à peu près 70 millions d'années, donc période de glaciation, et également évolution des reliefs, c'est très important ça. Les océans se sont retirés, se sont déplacés, et ont laissé les sédiments à l'air libre. Les sédiments à l'air libre se sont séchés, durcis, compactés, fissurés et fossilisés, et ça a formé la roche calcaire. Alors l'eau de pluie s'infiltre dans la terre, dans la couche végétale, là elle se charge en gaz carbonique, ça l'acidifie, et ça lui donne la corrosivité nécessaire à la dissolution du calcaire, d'où la formation de fissures dans la roche. Et à gauche, la rivière que l'on voit, donc ça c'est la Vézère, qui d'ailleurs va emprunter un réseau souterrain. Bon, il faut imaginer la force de l'eau, hein. C'est un petit ruisseau tout gentil, il y a de la force là. Et à un endroit précis, donc l'eau en siphon va user, va user la roche et creuser une toute petite cavité. Eh bien, tout est parti de là, tout simplement. Voilà. Alors l'eau va remonter, mais ce sera un peu différent. Là, ce sera un travail en binôme, vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire l'eau qui va user mécaniquement et chimiquement la roche, et en même temps les effondrements successifs qui vont agrandir la voûte. Donc c'est un bon travail d'équipe, vous voyez. Mais ça se passe bien, vous voyez, c'est fluide, c'est convivial, mais ça bosse. Hein.
Et on voit que ce petit gouffre en formation est en train vraiment d'évoluer. Et l'eau qui remonte très régulièrement dissout une grande partie du calcaire qui est tombé au sol. Vous voyez, c'est bien organisé. Et il y a 1 million d'années, en moyenne, c'est le début de formation dans le gouffre des plus anciennes concrétions. Et ça reste bien sûr en constante évolution. Mais c'est tout à fait imperceptible. Et voilà, en 2 minutes, on a fait 100 millions d'années. On est très fort. Allez, changement de sujet. Alors, la première exploration, mars 1907, par l'entrée naturelle tout là-haut. C'est donc un volontaire qui est descendu à la demande des propriétaires du terrain, voir ce qui se passait enfin dans ce fameux trou qui était visible et connu de la surface depuis un temps infini. On l'avait jamais exploré parce qu'en remontant quelques siècles, déjà, les gens avaient peur. Il y avait des légendes liées au monde souterrain. Globalement, on pensait que dans les grottes, il y avait le diable et l'enfer. Et tout à fait véridique, mais oui, tout à fait véridique. Il est descendu dans un tonneau à vin pour l'explorer. C'est bon, hein. Alors vide, hein, bien sûr, enfin bon, du moins le tonneau. Il avait une très longue corde hein, qui le reliait à la surface. Ils étaient plusieurs à le treuiller en fait. Hein. Il y avait du manteau aussi à l'extérieur ce jour-là parce que c'était un petit peu l'événement local, ça peut se comprendre. Pour tout éclairage, une simple lanterne. Donc quelque part, c'était un peu le prototype de la nacelle. Peut-être plus ou moins involontaire, mais ça a très bien fonctionné. Alors il est arrivé en bas, c'est là où ça se corse un peu pour lui. Il est arrivé en bas sur un tas d'ossements. Alors imaginez, on s'y attend pas, on arrive sur un tas d'ossements. Vous voyez, ça fait toujours plaisir. Alors ossements d'animaux, ossements humains. Donc super ambiance, un bonheur. Bon, ça peut surprendre, mais c'est très banal parce que c'est vraiment arrivé dans une multitude de gouffres, ne serait-ce qu'en France. On trouve ça aussi dans plein de pays limitrophes, puis on remonte quelques siècles. Et à l'époque, les gens balançaient très facilement dans ce genre de trous, donc les animaux morts. Vous voyez, les chevaux, les vaches, enfin les gros animaux, c'est pratique et c'est rapide. Hein. Il y a des animaux sauvages qui, hélas pour eux, sont tombés dedans, par inadvertance. Les ossements humains, c'est pas formidable, et comme tous les gouffres, on en a trouvé majoritairement l'histoire de bandits et de brigands. Vous voyez, en fait, il y a quelques siècles, les bandits attaquaient, dévalisaient les voyageurs, les marchands qui s'aventuraient sur les routes, donc aux abords des gouffres ou pas. Bon, ben là, c'était le cas. Donc les bandits se planquaient certainement dans les forêts, les voyageurs passaient, ils leur tombaient dessus, les dévalisaient, les zigouillaient, enfin, je sais pas trop le sens, mais en tout cas, ces pauvres personnes terminent leur existence balancées au fond des gouffres. Hein. Alors je dis des gouffres parce que ce n'est pas un cas isolé. Vous avez trouvé ça ne serait-ce que dans le département d'à côté, des gouffres dans le Lot, des gouffres en Lozère, en Ardèche, dans l'Aude, le Sud-Est, enfin un petit peu partout. Là où il y a des gouffres, et puis je vous dis qu'en France, il y en a beaucoup. Hein. Et à l'époque, on ne faisait pas forcément le lien, le rapprochement avec les bandits. Les gens pensaient que c'était le diable ou quelque chose de tout à fait surnaturel qui enlevait ces personnes disparues. Et de ce fait, beaucoup de gouffres, dont celui-ci, parce qu'il n'y a pas échappé, s'appelait le trou du diable. Ça donnait envie. Et vraiment des croyances qui ont été vivaces quelques siècles. Hein. Et on pense également aux enfers, parce qu'un gouffre, c'est toujours entre 9, 15 degrés, si c'est 13, 14 degrés, c'est toujours très humide, surtout l'hiver. Et quand il fait très froid, il y a toute cette humidité qui s'échappe à la surface. Étant donné l'aspect, les gens pensaient de la fumée. Et si en plus, vous voyez, on associe les humains et les animaux qui étaient en train de gentiment mijoter au fond, et l'odeur de décomposition, odeur nauséabonde et fumée, c'était les enfers. Voilà. Ouais. On fait une pause. Bon, on va rester ici. Là, ce qu'on va faire, on va faire juste un second son linéaire. Donc au niveau sonore et visuel, ce sera un petit peu différent. Alors ce que je vous propose, parce qu'il y a aussi une très belle projection d'image au niveau de la sirène, c'est de retourner un peu plus sur la gauche, nous y étions tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez voir la sirène dans son intégralité. Parce qu'elle va se transformer en cascade. Enfin, je n'en dis pas plus. Voilà, alors j'éteins tout. Attends. Louane. Oh, c'est normal. Joli, hein?
Voilà. On va aller sur le pont, on va s'intéresser aux stalactites. Déjà, on va voir pourquoi on peut aller sur le pont. Attention les petits escaliers. Donc on va voir pourquoi il y a autant de stalactites qui sont cassés, qui sont épointés, on le voit tout le long de la visite, alors que les stalagmites, pas du tout. Mais en fait, les stalagmites sont nettement plus massives que les stalactites, donc forcément beaucoup plus solides. Il y en a quand même qui sont assez balèzes au niveau des stalagmites. Alors, il y a deux raisons précises pour les dégradations de stalactites. Donc la raison la plus ancienne et la plus importante, ce sont des tremblements de terre différents, sans souci. Ce sont des tremblements de terre que l'on va dater ici il y a à peu près 10 000 ans, dû en fait aux dernières éruptions des volcans d'Auvergne. Mais à vol d'oiseau, c'est facilement sur tous les volcans du Cantal, parce que le Cantal touche la Corrèze, et la Corrèze touche la Dordogne. C'est très très près, ça a tremblé juste ici. Alors ça ne s'est pas cassé quand ça a tremblé, parce que ça veut dire que toutes les grottes de la région évoluent droit, ce qui n'a pas du tout été le cas. En fait, ici, il y a des fragilités au niveau de la roche, au niveau des strates, et quand ça a tremblé, d'énormes blocs sont détachés des parois et sont tombés au sol. Et en touchant le sol, le choc a cassé les concrétions. Et ça a dû faire aussi un sacré bruit. Et l'autre cause de dégradation, hélas, comme beaucoup de grottes, surtout les premiers visiteurs dans les années 1900, à l'époque, il n'y avait aucune législation, ils pouvaient en toute impunité en casser des morceaux, ramener des souvenirs, ce qui était une très bonne idée. En plus, c'est pas franchement indispensable un stalactite chez soi. Alors maintenant, c'est interdit, c'est protégé. La formation est très lente. L'évolution de concrétion, ça en moyenne, c'est 1 cm, voire 5, 6, 7 éventuellement, centimètres d'évolution par siècle, d'où l'intérêt de ne pas les casser. Alors dans un instant, on va entrer dans la galerie en haut des escaliers. Alors je vais commencer par ça. Attention à vos têtes. Dans la galerie, il y a 2-3 passages où c'est pas très haut. Alors c'est l'affaire de 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Et si vous mesurez un peu plus d'1,40 m, et vous êtes concerné. Alors pensez à vous blesser au bon endroit, au bon moment, ça va très bien se passer, il n'y a jamais de pépin. Le sol ne glisse absolument pas. Il y a 1,40 m, Ouais. ce serait comme ça pour moi. Qui sont faites très rares, parce que jusqu'ici, répertorié dans seulement une trentaine de grottes sur Terre. Ce sont des cristallisations en forme de triangle. Alors, des triangles de calcite creux, dont certains côtés, pour les plus grands, atteignent 4-5 cm. Alors, ça ne se forme uniquement que dans de l'eau, c'est une eau qui est stagnante, une eau qui est saturée en calcaire. Vous allez voir, c'est pas très grand, c'est localisé au sol dans un tout petit bassin qui doit faire 1,50 m de long, c'est peu étendu, c'est peu profond, et le niveau de l'eau va stopper net la formation, l'évolution des triangles. Et les notes sont vraiment uniques parce qu'on a réellement les plus grands répertoriés. Après, vous pouvez voir aussi dans 2 autres grottes en France, la grotte du Grand Roc aux Aisies, ça c'est en dehors de c'est pas loin, c'est à 8 km. Très bel endroit, je vous le conseille. Je ne sais pas si c'est ouvert, mais je crois que oui. Ah, j'en ai, bon, à vérifier. Après, on en voit aussi dans le département de l'Aude, dans les grottes de la Guzou. Je vous les situe et on y va tout de suite. Donc vous entrez sur la droite immédiatement, là où c'est bien éclairé, on peut voir une barrière. Les triangles sont au pied de la barrière, à même le sol. Également à terre, un peu plus loin, il y a un petit panneau qui les indique. Donc c'est vraiment entre les deux, donc cherchez pas plus loin, vous ne pouvez pas les rater. Et vous ferez attention au plafond, parce que lui non plus, il ne va pas vous rater sinon. On y va, c'est par là. Ça parle. Oui, oui. Oui, c'est... Exact.
C'est fou, hein. يا البقلوجة البقال ديال هذا c'est étroit. Qu'est-ce que c'est beau.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait avant la visite, c'est à l'extérieur. Si vous ne l'avez pas fait, donc je vous conseille d'aller faire un tour après à l'espace musée, c'est intéressant, enfin, ça prend que 5 minutes, et je trouve que c'est vraiment un excellent complément à la visite. Hein. On est vraiment plongé dans une ambiance haute, hein. Il y a quelques petits hologrammes en plus. Et il y a des panneaux entre autres qui expliquent les légendes de l'exploration. Alors, en plus, les panneaux sur les gens sont des écrits de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et c'est intéressant de se plonger dans l'état d'esprit des personnes de l'époque. Hein. Vous pensez même que ça peut être un volcan, quand il y a eu cette fameuse fumée sortie du trou. Et entre autres, dans des vitrines, un petit échantillonnage de ce qui était trouvé dans le gouffre, un petit peu d'ossements. Et intéressant aussi des pièces de monnaie anciennes qu'ils ont trouvées en dedans des Blayons, il y a presque une cinquantaine d'années, je crois. Ah ouais. Des pièces de l'époque de François Ier, donc début XVIe siècle, des pièces en bronze que l'on appelle des bousins, un bon paquet. Hein. Bien sûr, alors, très oxydés parce qu'à peu près 500 ans dans le groupe, ça ne les a pas modifiés. C'est apparemment une petite boîte en bois qui s'est désagrégée. Et donc, vu l'historique à la surface, on peut vraiment envisager qu'il y a un lien avec les bandits. Hein. Ils ont dû probablement, mais on n'est pas la preuve absolue, ils ont dû probablement balancer quelqu'un dans le gouffre qui avait cette somme d'argent un petit peu planquée sur lui. Si c'est le cas, ils n'étaient pas très doués quand même, hein. C'était pas les rois de la fouille, ou l'intérimaire, bon, ils prenaient le métier. Bon, je vous invite de plus en sortant, il y a aussi, ce qui est intéressant, il y a aussi des dégoûts de stalactites, c'est intéressant de voir aussi comment on s'y prend pour les datations. Alors, il y a une question qui vient souvent de la part des visiteurs, qui tiens, je vais inclure la visite, c'est intéressant, voilà, souvent on me demande le nombre de votes qu'il y a en France, parce qu'on trouve parfois très peu d'informations là-dessus. Donc, pour donner une idée, en France, il y a à peu près, c'est par rapport au chiffre de l'an dernier, hein, je l'ai revérifié récemment, c'est à peu près 110 grottes ouvertes au public. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est peut-être quoi faire. Par contre, officiellement répertorié, c'est quand même assez dingue. Hein. En fait, c'est à peu près 50 000 grottes répertoriées en France actuellement. C'est énorme, hein. De toute taille. Après, bien sûr, on ne peut pas tout ouvrir la ville parce qu'il y a déjà beaucoup de grottes qui sont impraticables, inaccessibles, dangereuses ou trop fragiles. Et par exemple, en Dordogne, il y a une dizaine de grottes seulement proposées au public, alors qu'en fait, si on les répertorie, ça se compte par milliers, en fait. De toute façon, on part de l'extrême sud-est, région niçoise, juste ici, c'est vraiment truffé de cavités. Donc la France, de ce fait, est quand même classée au 3e pays pour les grottes, juste après la Chine et les États-Unis. On n'a pas du tout la même superficie. Hein. Donc on a vraiment un très bon patrimoine souterrain et on est loin d'avoir tout exploré. Et au niveau préhistorique, je pense vraiment que c'est en France qu'il y a le plus de grottes préhistoriques répertoriées, ornées, peintes, gravées. En tout cas, ce qui est officiel, c'est qu'on a les plus prestigieuses. Donc vraiment un très bon patrimoine souterrain. Voilà. Ben, ça laisse de quoi faire. Alors j'espère que la petite balade souterraine vous a plu, donc on va laisser le gouffre aux chauves-souris, peut-être après un guide qui va descendre avec des visiteurs. Alors merci de votre attention. Bon séjour à vous si vous êtes là quelque temps. N'abusez pas trop de la gastronomie de Périgord. C'est uniquement chaque repas, mais c'est tout. C'est l'excellente technique. Je vais éteindre le gouffre, allumer le tunnel, et je suis dispo à la surface si vous avez des questions. Et je vous invite du coup, je trouve le musée si vous ne l'avez pas fait. Voilà, merci à vous, c'est pas grave, on peut filer. Ah, ça marche. Quelqu'un. Ça fait bizarre, c'est noir comme ça. Ben oui, tu te rends pas compte, hein. Ah ouais. Tu penses pas qu'il y a tout ça en bas, Bah, quoi. le premier gars, quand il est descendu juste avec sa petite lanterne. Eh ben, il peut imaginer n'importe quoi. Ah oui. Oui, surtout que tu descends, ça n'arrête pas de descendre. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait 52 mètres. Exactement. Tu te rends pas compte, hein. Oui, tu dis, ah bon, on descend. Enfin, c'est là la fraîcheur. Ouais. Mais ce tunnel, je pense que c'est récent. Oui, je Il y avait juste le petit trou, quoi. Même pour aménager, tu sais, en béton, là, les promenades et tout, c'est quand même des sacrés travaux. Hein. Oh, bah oui, c'est normal. Parce que tu fais pas descendre toutes les machines que tu veux, quand même. Oh. Il y en a des grottes ouvertes au public ou mal fait. Ah oui, Ah ouais? oui, mais après, Tu peux visiter. c'est pas fait pour le. C'est pas encadré comme ça. Oui. Il y a des sauvagements. Oui, du coup, il y a peut-être des dégradations, il y a peut-être des gens qui vont. Ouais.
Bon, ben voilà. Quand on était sur la nacelle, quand on est descendu, on se serait pris dans un film. Exactement. Avec le son et la lumière, c'était vraiment... Da hinten noch mal rein. Merci à vous. Donc, si vous voulez faire un tour à l'espace musée, vous ressortez, c'est à gauche après le pont. Vous allez voir, il y a un squelette dedans, mais il est en plastique. Et, merci, c'est gentil, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Hein. Merci à vous, bonne journée. Bon, si vous voulez faire un tour au musée, à gauche après le pont, à l'extérieur. Merci. Ouais. Quoi? On bouge? Eh bien oui, on bouge, on rentre à la maison. Oui, oui. C'est original pour une dernière visite. Oui, ben oui, c'est clair. فوالا رانا خرجنا من لاكروت هكا دوك ندخلو للدار من بعد نطرق الفيديو هذا يتهلاو نتلاقاو في ساعة تاع من الغيغ.